Quotidiennement, tu te sers de ta carte bleue ou des euros sous forme de pièces ou de billets, mais d'où ça vient tout ça? L'histoire des hommes au fil de la création monétaire, c'est comme dans le bon, la brute et le truand. On pourrait enfoncer des portes ouvertes en disant que le monde se divise en deux catégories. Il y a ceux qui ont la richesse et il y a ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Mais aujourd'hui, dans ce 38e épisode de l'économie pour les nuls par un nul, il sera surtout question de découvrir comment toute cette histoire d'échange économique et de création monétaire a commencé. Donc on va parler d'or, de troc et des toutes premières pièces de monnaie. Allez, c'est parti! L'or! L'or, c'est le grand truc de la création monétaire. Il faut dire que l'or, c'est un truc de dingue. On dit que l'or existant sur Terre a été créé il y a 12 milliards d'années, soit 8 milliards d'années avant la création de la Terre. Vous imaginez le truc de dingue? Après une formation très lointaine et très ancienne aux confins de l'univers, ce corps céleste aurait fait un long voyage dans l'espace jusqu'à se retrouver dans un nuage de poussière moléculaire avec plein d'autres trucs, genre du fer, du nickel, de l'iridium ou du tungstène, avant de s'agglomérer sous l'effet d'une charge électrostatique dans une boule informe qu'on appelle une protoplanète. Cette protoplanète s'est elle-même retrouvée en collision avec une autre protoplanète, faisant fusionner des débris et des poussières dans ce que les paléontologues appellent la Terre primitive. Bon, je vous passe les autres collisions de la Terre primitive qui ont suivi pendant cette formation du système solaire, mais résultat, l'or se serait retrouvé dans le noyau de notre planète depuis lequel il remonterait lentement vers l'écorce terrestre avec d'autres matières chaudes. Mais une autre partie de l'or que l'on trouve à la surface de la Terre proviendrait également d'une pluie d'astéroïdes survenue peu après la formation de la Terre il y a environ 4 milliards d'années. C'est fou, non? Quand on pense à tout ça, on réalise qu'il n'y a pas grand-chose sur notre planète qui ne vienne pas des poussières d'étoiles. Nous sommes des poussières d'étoiles, comme le dit Hubert Reeves. Bien sûr, les premiers hommes ne savaient rien du voyage spatial de l'or lorsqu'ils ont commencé à le glaner dans les rivières ou à l'extraire de la Terre, pour le travailler ou s'en servir d'objet d'ornement ou d'échange. Mais comme s'ils comprenaient la valeur de ce matériau céleste, ils ont très vite pris cette pièce brillante pour un objet d'une grande importance. Il faut dire que l'or, en plus de venir de l'espace, c'est une matière inoxydable et inusable. En plus, c'est jaune. C'est vraiment unique, un truc naturellement jaune et brillant comme ça. Ça intrigue forcément, c'est donc un peu mystérieux. On peut lui donner des attributs célestes, voire cosmiques, sans savoir qu'on n'est pas très loin de la réalité de ce caillou qui a voyagé pendant 9 milliards d'années à travers l'univers. Et puis l'or, c'est à la fois hyper dense et hyper facile à travailler. Par exemple, un petit morceau de 31 grammes qu'on appelle une once d'or pourrait être martelé et être étiré en un fil de 80 km de long. Et ce, sans le casser et sans un matériel très compliqué ou le besoin d'une force démesurée. Franchement, ça donne envie de faire plein de trucs avec, je sais pas moi, des bracelets, des colliers, des sceptres. La nécropole de Varna. Dans l'histoire de l'humanité, la première preuve tangible d'utilisation de l'or est une sépulture au bord de la mer Noire, à l'est de la Bulgarie. C'est la nécropole de Varna, qui a été découverte en 1972, donc assez récemment, et où les fouilles ont permis de découvrir plus de 250 tombes datant de l'âge de bronze au premier bulgare du 7e siècle. Et la plus ancienne des tombes date de 4500 avant notre ère. Autour de ce qui devait être une sommité de l'époque, on trouve plein d'objets en or, des bracelets, des colliers, des sceptres. Ça ferait donc 7000 ans que l'homme aurait commencé à utiliser ce métal précieux.
S'il ne s'agit pas encore de monnaie d'échange, on comprend que l'or est déjà extrait et travaillé longtemps avant les premières pièces de monnaie, et que même s'il ne s'agit pas encore d'un outil pour payer quoi que ce soit, on accorde tout de même très tôt une valeur particulière à ce métal. La notion de valeur dans l'histoire de l'humanité, c'est sans doute ce qui est à la base des premiers échanges monétaires. Mais avant d'en arriver à la valeur d'une pièce de monnaie, il a longtemps été tout simplement question de la valeur de n'importe quoi avec le troc. Le troc. Il y a 30 000 ans, nos ancêtres sapiens vivaient par communauté au sein desquelles la confiance régnait parce que même s'il n'y avait pas forcément un langage sophistiqué, ces premiers hommes s'entendaient sur des façons de survivre ensemble. On donnait un bien à un voisin sans forcément compter, juste parce que la survie du plus grand nombre facilitait la vie du groupe. Et puis, ce dernier, se sentant redevable, finissait par rendre son dû d'une façon ou d'une autre. En fonction des zones géographiques, des aléas climatiques ou des savoir-faire des uns ou des autres, des choses existaient à un endroit mais pas à un autre. Et en cherchant à posséder des choses qu'ils n'avaient pas, qu'ils voyaient chez leurs voisins, les peuples ont réalisé qu'il était plus pratique d'opérer des échanges que de se faire la guerre. C'est ainsi que l'humanité est d'abord passée par le troc, l'échange d'un bien contre un autre. Ce faisant, l'humanité est forcément passée par une forme de langage, même s'il a pu être assez laborieux pendant longtemps. Avec le troc, il s'agissait déjà d'échanges économiques, même s'il n'y avait aucune notion monétaire. De façon symbolique, les acteurs économiques s'accordaient sur la valeur des biens qu'ils se troquaient. En échangeant par exemple un poisson contre 2 carottes, ils définissaient la valeur symbolique d'une carotte et d'un poisson, des denrées qui devenaient alors une sorte de monnaie d'échange. Et il est fort à parier que si la pêche avait été moins bonne, la valeur du poisson aurait pu augmenter. Moi je veux 3 carottes maintenant. Tiens, en parlant de troc et de trucs gratuits, et si tu t'abonnais à la chaîne Papa Vite Géré? Ça prend moins d'une seconde et ça change tout pour moi. Enfin tout, faut pas exagérer. Même si je ne fais pas ces vidéos pour gagner ma vie, je suis content de me dire que je ne fais pas tout ça pour rien. En cliquant sur le bouton s'abonner et en parlant de cette vidéo, tu aides ce projet à avoir plus de visibilité. Tu lui donnes de la valeur. Oh cet enchaînement, la valeur symbolique. Petit à petit, parmi les éléments naturels qui servent au troc, on se met à utiliser des objets qui ne servent plus qu'à l'échange. On s'accorde sur la valeur symbolique d'objets à s'échanger pour se faciliter la vie. Comme par exemple des pierres sculptées ou des coquillages avec lesquels on s'entend sur une valeur approximative. Un type de coquillage pourrait par exemple valoir une carotte, ce qui me permettrait de faire l'échange de 2 coquillages contre un poisson par exemple, et ce, même si je n'ai pas de carottes. Parmi ces éléments de la nature qui se met à avoir une valeur symbolique, il y a le sel. Dès la sédentarisation des chasseurs-cueilleurs entre 6000 et 7200 avant notre ère, le sel sert à l'élevage, à la conservation des aliments, à la fabrication de fromage ou encore à la tannerie. Et il devient un élément presque indispensable dans les besoins quotidiens. Petit à petit, le sel fait partie de ces choses que l'on troque contre une autre. Avec le troc du sel, c'est comme si cette monnaie symbolique qu'est le troc s'affinait, car le sel peut être stocké dans des grands ou des petits sacs. Le sel est rapidement devenu un moyen de percevoir des revenus sous forme de taxes, d'impôts ou en transformant son exploitation ou sa commercialisation en monopole. Dans de nombreux endroits du monde antique, l'exploitation des gisements de sel était source de recettes importantes pour les finances publiques. Et d'ailleurs, le mot salaire vient du latin salarium qui désigne la ration de sel donnée aux soldats romains en guise de salaire.
Petit à petit, certains hommes se spécialisent dans la valeur des choses qu'ils transportent. Sans qu'il y ait la moindre monnaie, le troc donne lieu à une activité économique qu'on peut véritablement appeler une activité commerçante. Et comme le sel se conserve bien, il est utilisé dans le négoce sur de longues distances. Le troc est d'ailleurs une activité qui a perduré longtemps en parallèle de l'échange de pièces de monnaie. On peut noter à ce sujet par exemple que dans les Maldives, une monnaie de coquillage appelée le kauri a été utilisée pendant plusieurs millénaires avant de disparaître très récemment dans le courant du XXe siècle. C'est fou, non? La monnaie pierre. Tiens, et de même, fait beaucoup plus rare, une peuplade s'est mise à troquer une pierre sculptée sur les îles Yap à partir du début du XVIIIe siècle. Pour situer, les îles Yap sont perdues à 1800 km à l'est des Philippines. Ces pierres s'appellent des Yap Rai, mais beaucoup de chercheurs et d'économistes en parlent en évoquant la monnaie de pierre. Ces pierres ne sont utilisables que dans le cadre de transactions traditionnelles. Sa valeur résulte de son histoire, depuis la carrière d'où il est extrait jusqu'au dernier échange effectué. Aux considérations esthétiques ou de taille, la pierre pouvant faire entre 4 cm et 3,50 m de diamètre, s'ajoute surtout une valeur symbolique et culturelle associée à l'extraction et au transport de ces pierres, qui peuvent occasionner des blessures mais aussi des morts, ainsi que les noms de ceux qui les ont possédés et échangés auparavant. Ça a pu appartenir à un grand chef par exemple. Cette monnaie de pierre, qui est assez récente pour avoir pu être étudiée par des anthropologues, permet de comprendre la façon dont nos lointains ancêtres préhistoriques ont pu définir une valeur à des objets à partir de leur taille ou du choix des matériaux, mais aussi pour l'histoire des hommes ou femmes qui les ont possédés. C'est bien plus poétique que l'utilisation impersonnelle des pièces de monnaie. Waouh, la transition vers la dernière partie de la vidéo. Alors, les premières pièces de monnaie. C'est en 635 avant notre ère que les toutes premières pièces de monnaie sont frappées par les rois de Lydie, un ancien pays d'Anatolie au centre de l'actuelle Turquie. Lorsqu'on parle des rois de Lydie, on parle aussi de la dynastie des Mermnades. C'est une idée qui commence avec un bloc d'électrum en forme de fève, sans aucune inscription. L'électrum, c'est un alliage d'or et d'argent. Cette fève de métal, appelée un dump, a l'avantage d'avoir la même taille et donc le même poids pour tous ceux qui s'en servent. Enfin, à peu près, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les machines sophistiquées qu'on a à présent. Le successeur de ce roi fait poinçonner ses dumps en fonction du lieu de fabrication. Le roi de Lydie suivant arrondit la fève et fait graver le symbole du lion, l'emblème de la dynastie des rois de Lydie, sur toutes les pièces. Son successeur suivant n'utilise plus que de l'or pour faire ses pièces de monnaie, dont la qualité de fabrication se perfectionne, avec donc une taille et un poids de plus en plus précis et de plus en plus pratique à utiliser. Et oui, plus pratique parce que les acheteurs ou les vendeurs n'ont plus besoin de vérifier systématiquement le poids à chaque fois qu'on leur propose cette pièce. Donc, la notion qui se met à naître avec ces premières pièces de monnaie, c'est la notion de confiance. La même confiance qui existait pour les tout premiers hommes préhistoriques qui décidaient de faire ensemble. Pourquoi les premières pièces de monnaie sont-elles créées ici, dans ce coin du monde? Il y a deux raisons, et ces deux raisons sont géographiques. La première, c'est parce que la région est située sur la route de beaucoup de voyageurs, et donc de beaucoup de marchands. Comme le dit l'historien Peter Bernstein, une monnaie émerge quand une société commence à faire des affaires. Mais la raison la plus importante, la deuxième, c'est la rivière qui traverse le pays et qui est très riche en sable olifère, et donc en or. D'ailleurs, le nom de la rivière est rentré dans le langage courant puisqu'il s'agit de la rivière Pactole.
Selon le témoignage du géographe grec Strabon, les ressources du pactole auraient déjà été épuisées avant le 1er siècle de notre ère. Disons que les rois de Lydie auraient touché le pactole en étant au bon moment, au bon endroit. Parmi les rois de Lydie les plus célèbres, il y a le fameux Crésus, dont la fortune est devenue proverbiale. Mais tiens, d'ailleurs, pourquoi on dit de Crésus qu'il était riche comme Crésus? Eh bien, d'abord, essentiellement, parce qu'il s'est débrouillé pour que ce soit l'histoire que l'on retienne. Dans le cas de Crésus, il s'est par exemple fait aider par Hérodote, qui est tout simplement présenté comme le père de l'histoire avec un grand H. Le tout premier historien, donc, qui a décrit avec soin la quantité inimaginable d'offrandes que Crésus a fait porter au sanctuaire de Delphes, tout comme une des 7 merveilles du monde qu'il a construit à Éphèse, au sud-ouest de l'actuelle Turquie. Et d'ailleurs, cette façon de lapider sa fortune n'est sans doute pas pour rien dans le fait que Crésus a été le dernier roi de Lydie, un royaume qui a été envahi et devint une province perse, comme le lui avait prédit un oracle. Mais même si, après avoir envahi la Lydie, les Perses font tout pour effacer de l'histoire le royaume de Lydie, ces empereurs perses vont garder l'idée géniale de faire sa propre monnaie, ses propres pièces de monnaie. Une idée qui va s'étendre dans tout l'empire perse et qui va être reprise par tous les souverains dans les 2500 années d'histoire qui suivront. Bien sûr, l'arrivée des premières pièces de monnaie n'a pas arrêté d'un seul coup le troc. De même que l'arrivée des premiers billets de banque n'a pas arrêté l'utilisation des pièces de monnaie. Et pareil avec les chèques, les cartes bleues, les virements bancaires. À l'image des énergies qui s'accumulent au fil des siècles, mais ne prennent jamais réellement la place d'une autre, les outils monétaires s'additionnent les uns aux autres pour répondre à tous nos besoins. Et d'ailleurs, du fait qu'il y a toujours eu des très riches et des très pauvres à travers le monde, ce mélange de troc et d'utilisation de monnaie existe encore actuellement. Pour nous qui vivons dans une société hyper connectée et hyper civilisée, on a du mal à l'imaginer, mais il y a actuellement 2,8 milliards de personnes, soit presque un tiers de la population mondiale, qui vit avec moins de 2 $ par jour, dont certains avec encore moins de revenus. Pour pas dire rien du tout. Autant dire que beaucoup d'entre eux n'ont pas d'autre choix que de mendier, glaner ou troquer ce qu'ils peuvent. Il est aussi difficile d'imaginer un monde sans des bons, des brutes et des truands que sans l'or, le troc et la monnaie. La nature humaine fait avec ce qu'elle est et ce qu'elle peut avoir. Être et avoir. Est-ce que être, c'est avoir? Est-ce que on peut être sans avoir? Est-ce qu'on peut avoir sans être? Non, en vrai, je sais pas. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je le dis dans le générique de ces vidéos, je suis nul en économie, mais j'espère que ce n'est pas un frein pour vous et que vous appréciez cet étrange voyage que j'entreprends dans ce pays qu'est l'économie, où je pars de zéro et où j'ai donc tant de choses à découvrir. J'espère que vous prenez autant de plaisir que j'en trouve à les écrire et à les réaliser. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous avez compris que mon voyage est très chapitré et qu'avec cette vidéo, je démarre un nouveau cycle de vidéos sur la création monétaire. Pour l'instant, on en est à une série de vidéos que je m'amuse à appeler la préhistoire des banques centrales, c'est-à-dire tout ce qu'il se passe avant l'arrivée des tout premiers billets de banque en Europe. Dans ce cycle de vidéos, le prochain épisode parlera de souveraineté et de servitude volontaire. Et l'épisode d'après tentera de traverser toutes les avancées technologiques et sociétales qui ont amené à ces premiers billets de banque. Suivra une longue série de petites vidéos sur l'histoire et le fonctionnement des banques centrales à travers le monde. Alors, si vous ne voulez pas rater ces épisodes à venir, il suffit de vous abonner en activant la cloche.
Merci pour votre curiosité, continuez à regarder partout et à bientôt. Pour cet épisode, je me suis incrusté cette fois chez le Fossoyeur de films, une chaîne YouTube créée et présentée par François Thorel, un passionné de cinéma qui a beaucoup à dire sur l'écriture, la réalisation et l'histoire du 7e art. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai choisi cette fois le décor de cette chaîne YouTube parce que je me suis dit que ça avait du sens avec l'idée de faire le parallèle entre le bon, la brute et le truand et l'or, le troc et les premières pièces de monnaie. J'ai du mal à donner une date précise, mais promis, je vous proposerai bientôt le portrait de ce YouTuber dans la playlist Toutou YouTube. Une playlist où vous pouvez déjà retrouver plein de portraits et d'interviews sur la création et le partage de vidéos sur Internet.